Tu pourras m'excuser auprès des spectateurs? Bah, tu es en live, Maria. Tu peux dire directement Ah, là. ah, j'ai pas vu que c'était marqué. Bon, bah voilà, je m'excuse, le retard est dû à ma faute parce qu'il y avait un petit retard de train et je n'ai pas marché assez vite. J'ai fait comme j'ai pu. T'aurais dû courir, tout le monde t'en veut maintenant. Ouais. Ouais, vous avez le droit de m'en vouloir et vous avez le droit de mettre un petit pouce comme ça. Alors, Il faut. bah, Moi, par contre, c'est dommage, je ne vous vois pas, je ne vois que mon diapo. bon, si tu vois le diapo, c'est le principal pour l'animation quand même. C'est ça, Oui. exactement. Ce live sera enregistré de toute façon, comme d'habitude, et il sera dispo sur YouTube dans sûrement la semaine prochaine. Et ben donc, bonsoir tout le monde du coup. Merci aux personnes qui sont venues nous suivre sur ce nouveau live du Raptor Neuropsy, consacré aujourd'hui à la neuropsychologie de l'enfant. Donc, il sera animé par Mathieu Chevassu, qui est neuropsychologue et qui connaît bien cette population et les problématiques qui y sont associées. Et Marie-Armelle Rino, qui est étudiante en Master 2 de psychologie à l'Université d'Angers et qui étudie du coup dans un master spécialisé également dans ces problématiques. Donc, je vous laisse dérouler votre diapo tranquillement. Je vous laisse faire tout ça. Puis, il y aura un questionnaire aussi qui va passer tout du long pour les personnes qui veulent des attestations aussi. Maintenant qu'on peut donner des attestations, tant qu'à faire, on fait ça bien. Donc voilà, je vous laisse démarrer tout ça. Amusez-vous bien. Nickel. Du coup, Marie-Armelle, est-ce que tu voulais te présenter un coup avant ou... Oui, bah, moi du coup, comme l'a dit Mathieu, je suis étudiante à l'Université d'Angers en Master 2, parcours neuropsychologie de l'enfant et troubles d'apprentissage. Oui, c'est Donc bon. c'est pour ça que je co-anime le live avec J'ai plein de questions. Mathieu, puisque ma formation se spécialise justement dans la neuropsychologie de l'enfant. C'est ça. C'est ça. Et puis on co-gère ensemble la partie de l'enfant aussi dans le cadre du projet du Raptor. Donc ça a tout son sens, quoi. Tout à fait. Nickel. Du coup, moi, je suis Mathieu Chevassu, donc je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie. Donc voilà, j'ai travaillé un certain temps dans des CAMS, donc c'est des centres d'action médico-sociale précoce. C'est des choses dont Marie-Armelle vous parlera notamment après dans quel est le champ d'action du psychologue dans le cadre justement de la problématique infantile. Et du coup, actuellement, j'exerce une activité en libéral et justement, je suis spécialisé dans tout ce qui est question du développement cognitif de l'enfant, la guidance parentale. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de faire un petit peu, d'aborder de façon assez, ludique et quand même assez exhaustive de qu'est-ce qu'il en est par rapport à nos connaissances sur l'enfant et le rôle du psychologue justement dans la prise en charge de l'enfant. Donc, du coup, par rapport à ça, donc on a un petit menu. Alors, ce menu, c'est aujourd'hui ce qu'on va essayer de faire, c'est aborder justement les questions qu'on peut se poser justement entre l'enfant et l'adulte. Parce qu'en fait, voilà, il y a des différences, notamment du fait que l'enfant, c'est un être en voie de développement. Hein, et très souvent, on a cette confrontation entre les attentes qu'on peut avoir, mais quelles sont aussi les problématiques, notamment par rapport à la pathologie, parce que l'idée pareille de pathologie ou de difficulté dans le développement se pose aussi par rapport à, finalement, on parle de quoi quand on parle de pathologie et où en fait se situe l'enfant dans son développement. Donc ça, c'est toutes des questions qu'il faut avoir en tête quand on aborde justement le cas d'enfants qui présentent par exemple des troubles du neurodéveloppement. Ensuite, donc une fois qu'on aura abordé un petit peu ces différences, on parlera de tout ce qui est évaluation et accompagnement de l'enfant. Donc quand on parle d'évaluation, hein, c'est effectivement les évaluations diagnostiques. Donc les diagnostics des troubles du neurodéveloppement, mais aussi l'évaluation de tout ce qui est contexte social, de tout ce qui est environnement de l'enfant et son accompagnement, donc à travers justement les différentes approches qu'on peut utiliser, que ce soit de la remédiation, que ce soit de l'accompagnement pluridisciplinaire avec les autres professionnels. Et ça permettra justement d'établir un lien avec le point suivant qui sera quelle est la place du rôle du psychologue, du neuropsychologue dans le cadre de la prise en charge de l'enfant, en lien avec l'ensemble des acteurs médicaux, paramédicaux dans l'accompagnement de l'enfant. Et ensuite, justement, quels sont les types de pathologies qu'on peut rencontrer dans le cadre de l'enfant à travers justement différents exemples. Ce sera surtout une petite introduction qui servira en fait un petit peu d'élément de base pour les prochaines interventions qu'on pourra faire. Je voulais... Pardon ? Une petite mise en bouche. C'est ça, exactement.
Alors du coup, tu avais quelque chose d'autre à rajouter, Marie-Armelle, par rapport à ça? Que j'ai Non, du tout. globalement, Non, je pense qu'on peut passer à la suite, du coup. nickel. Alors du coup, justement, quand on parle de l'enfant et de l'adulte, en fait, comment dire, la comparaison, elle vient quand même assez directement dans la réflexion, dans la mesure où, bah, finalement, nos connaissances sur l'enfant, bah, ça a justement, ouais, on va dire, ça a débuté quand même à partir de questionnements sur, notamment, le fonctionnement de l'adulte. En fait, de façon assez générale, nos connaissances sur certaines pathologies, sur certains troubles, viennent justement d'observations qu'on a pu faire à l'âge adulte. Et au fur et à mesure, ben, on a essayé de calquer comme ça ces connaissances, ces savoirs qu'on avait chez l'adulte aux enfants. Et donc, ça a amené à un certain nombre de biais et qui ont fait que, notamment, et ben, on avait, on va dire, il y a quelques années, enfin, il y a voilà, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, ben, nos connaissances sur le développement de l'enfant, voilà, c'était pas très développé et on pouvait avoir des discours du type, ben, un enfant, c'est un être qui ne va pas avoir d'émotions, c'est un être qui ne va pas ressentir la douleur, des choses comme ça. Euh, et donc, c'est justement par le développement de ces connaissances qu'on a pu finalement découvrir bah, que non, l'enfant, c'est justement un être en voie de développement et que finalement, il y a plein de choses à découvrir à partir de l'étude de ce développement-là. Donc, par rapport à ça, donc en fait, quand on s'intéresse à l'enfant, on va s'intéresser à son développement cérébral, donc euh, par rapport à l'évolution notamment de tout ce qui est fonctions cognitives. Donc les fonctions cognitives, c'est l'ensemble en fait des structures cérébrales qui vont maturer et on sait que euh, les réseaux de régions cérébrales ou certaines régions cérébrales assez spécifiques vont jouer un rôle dans les apprentissages, le langage, la mémorisation. Et en fait, toutes ces fonctions-là, elles vont apparaître au fur et à mesure du développement. Et en apparaissant au fur et à mesure du développement, c'est lié au fait que le cerveau va maturer aussi progressivement avec l'âge. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une maturation codorostrale. Donc c'est un terme un peu barbare, simplement pour dire qu'en fait, le cerveau, il a un mode de maturation qui va être assez particulier et qui va se faire caudal, donc la queue, donc de l'arrière vers l'avant. Donc c'est ça qui explique notamment dans le cadre du développement de l'enfant pourquoi bah, au départ voilà, on va avoir un enfant quand il va naître qui va devoir surtout apprendre à gérer ses mouvements, apprendre à réguler son tonus. Donc ça c'est surtout tout ce qui est région du tronc cérébral et du cervelet, tout ce qui est région de la coordination manuelle, des choses vraiment motrices. Au fur et à mesure vont se développer tout ce qui est région du lobe occipital, les régions pariétales, qui sont justement des régions impliquées dans le système visuel, mais aussi dans le système sensoriel. Donc l'occipital, cette partie à l'arrière du cerveau qui permet de traiter les informations visuelles, leur donner du sens, percevoir voilà, la couleur, la forme. Et le lobe pariétal, c'est vraiment ces choses très sensorielles. C'est-à-dire qu'on va toucher quelque chose, être en mesure de repérer si c'est doux, si c'est rugueux, si c'est chaud, si c'est froid. Donc ça va comme ça permettre de colorer un peu l'expérience sensorielle qu'on va vivre. Et c'est des apprentissages que va faire l'enfant au fur et à mesure. Donc là, on voit tout son sens. Finalement, on voit qu'au niveau du comportement de l'enfant, sa manière d'appréhender son environnement, sa manière d'interagir avec, est quand même très grandement liée à cette manière dont le cerveau va se développer de façon assez particulière, donc de la queue vers l'arrière, vers l'avant. Ensuite, on va avoir tout ce qui est régions temporales, qui sont notamment des régions impliquées dans la mémoire, qui vont aussi maturer au fur et à mesure. C'est pour ça qu'en fait, on dit que les enfants vont avoir, au niveau de cette mémoire, en fait, quand on va être dans un âge très précoce, donc on va dire dans les 1, 2 ans, 3 ans, bah, c'est très rare qu'on se souvienne de souvenirs, qu'on ait des souvenirs très précis dans ce qu'on appelle un souvenir épisodique, hein, le fait de pouvoir dire, bah voilà, je me souviens, je sais pas, le 12 juillet je sais pas, 2006, il s'est passé ça, j'ai ressenti telle émotion. Ça, c'est assez difficile. Et c'est quelque chose qui va s'acquérir au fur et à mesure, et c'est aussi en lien avec ce développement de cette partie cérébrale. Et ensuite, on a justement une partie tout à fait importante dans le cadre dans le cadre du développement des fonctions cognitives, c'est ce lobe frontal. Donc ce lobe frontal qui représente une partie conséquente de notre cerveau, hein. Ça représente les 1/3 de notre cerveau. Et ce lobe frontal, il va avoir une implication dans de nombreuses choses. Il va avoir une première action qui est une action de régulation. C'est pour ça qu'on appelle un peu le lobe frontal le chef d'orchestre de la cognition. En fait, c'est ce lobe frontal qui va permettre de jouer un rôle d'inhibition pour pouvoir, par exemple, retenir un comportement,
pour pouvoir réguler réguler un comportement, réguler une émotion. Donc là, c'est vraiment sur des choses, on va dire, plutôt comportementales et émotionnelles. Mais ce lobe frontal, il va aussi avoir un rôle dans tout ce qui est réflexion, dans tout ce qui est raisonnement. Donc on voit que finalement, ce lobe frontal, il a une place importante d'un point de vue physique au niveau cérébral. Mais on voit aussi que finalement, dans le comportement et dans la cognition, il a aussi une place vraiment à part entière et très importante dans le cadre du développement de l'enfant et aussi dans le devenir à l'âge adulte. Donc, ce lobe frontal, justement, quand on va s'y intéresser, on va voir que finalement, cette partie du cerveau, c'est une chose qui se développe assez lentement. Donc, en fait, autant tout ce qui est partie occipitale, partie pariétale, partie temporale, c'est des choses qui vont voilà, se développer de façon assez rapide, on peut dire. Mais le lobe frontal va vraiment avoir cette maturation très progressive et très tardive avec vraiment une maturité. Donc, vraiment, quand on va dire maturité, c'est qu'on a atteint vraiment la structure finale en fait, du développement de ces régions. On dit qu'elle est acquise à partir de l'âge de 25-30 ans. Donc finalement, on voit qu'il y a vraiment ce besoin au niveau du développement d'avoir une attente et d'avoir, comment dire, voilà, on va dire ce développement qui est assez lent. Et ce développement assez lent, finalement, explique aussi de nombreuses choses par rapport au comportement de l'enfant, notamment pourquoi un enfant de 3 à 5 ans va avoir du mal à réguler ses émotions, va avoir des accès de colère, va avoir du mal à rester assis sur une chaise, par exemple. Ben, on voit que c'est justement en lien avec ce délai, enfin, voilà, ce délai de maturation, on va dire, de cette partie du cerveau qui va mettre plus de temps. Et finalement, en mettant plus de temps, ce rôle de régulation assez global du fonctionnement cognitif va être aussi lui ralenti. Donc c'est pour ça que finalement, quand on s'intéresse au comportement des enfants, il faut souvent aussi replacer les difficultés que va avoir l'enfant à son âge de développement, qui est lui-même associé à un certain niveau de maturité du développement cérébral. Est-ce que jusque-là, tu avais des choses à rajouter, Marie-Armelle ou... Non, bah, enfin, je confirme, hein, ça peut expliquer le fait qu'on puisse penser, par exemple, que certains enfants aient, entre guillemets, des difficultés exécutives, mais en fait, c'est complètement normal avec leur développement, et c'est pour ça aussi que chez l'enfant, ça peut être compliqué de déceler une réelle atteinte exécutive d'un profil, on va dire, tout à fait normal. Donc voilà. C'est ça. Bon, ouais, non, mais c'est ça. Bah, justement, ça permet aussi de reclarifier un peu les choses sur en fait, la limite entre la normalité et le pathologique. C'est vrai qu'en fait, très souvent, les parents peuvent se questionner sur bah, est-ce que mon enfant est normal avec ce comportement? Est-ce que mon enfant a vraiment d'importantes difficultés? C'est vrai qu'en fait, il faut vraiment replacer les choses dans leur contexte. Donc, quand on va observer le comportement d'un enfant, il y a tellement de paramètres à prendre en compte qu'il faut justement être en mesure de pouvoir déjà resituer les attentes comportementales de l'enfant par rapport à sa maturation cérébrale. Donc déjà, bon, ça, ce n'est qu'un pan à garder en tête, mais c'est déjà un pan qui est important. Donc ensuite, là, quand on dit en fait que le lobe frontal va mettre du temps à se développer dans le cadre du développement normal de l'enfant, on parle d'un niveau ontogénétique. Donc ça veut dire qu'en fait, dans l'espèce humaine, c'est une caractéristique qui est d'avoir ce lobe frontal qui va mettre du temps à maturer. Après, quand on s'intéresse aussi au niveau phylogénétique, là, c'est vraiment l'étude dans l'espèce, enfin, par rapport, enfin, justement, comment dire, quand on compare en fait l'évolution, c'est d'un point de vue évolutionniste en fait, eh bien, on voit que justement, c'est une partie du cerveau qui est assez caractéristique dans le cadre de notre espèce, dans l'espèce humaine, en fait, d'avoir cette partie vraiment cérébrale qui est très proéminente, très développée, et ça explique notamment certaines de nos caractéristiques qui sont justement de pouvoir s'adapter à notre environnement, et c'est notamment ce lobe frontal qui permet ça. En fait, si par exemple, dans le cadre évolutionniste, euh, l'homme a pu être sélectionné et a pu avoir la place qu'il a maintenant, c'est parce que justement, il a pu développer au niveau phylogénétique une partie cérébrale qui était très importante dans l'adaptation sociale, dans la déduction de règles et dans notamment la capacité à pouvoir s'adapter à des situations nouvelles. Et ce lobe frontal, c'est vraiment ça. Et c'est vraiment, quand il arrive à maturité, c'est vraiment sa finalité, c'est de pouvoir s'adapter et faire face à des situations nouvelles ou complexes.
Les fonctions exécutives, c'est vraiment ça. Il y a une situation complexe ou nouvelle, et ben je suis en mesure de mettre en place des solutions pour pouvoir atteindre un but. Et ça, du coup, c'est une caractéristique qui est assez spécifique à notre espèce. Et donc ensuite, voilà. Donc on voit qu'en fait, par rapport du coup à ces fonctions frontales qui vont vraiment avoir une maturité qui va vraiment être présente à partir de l'âge de 25 ans, on voit que finalement les autres fonctions cérébrales, hein, tout ce qui est voilà, occipital, donc visuel, pariétal, sensoriel, temporal, la mémoire, et ben on voit que ça va être plutôt acquis à l'âge de 9 ans. Donc il y a vraiment un décalage en fait entre cette acquisition des compétences exécutives qui va être vraiment très tardive et les autres compétences qui, elles, vont apparaître assez précocement. Donc voilà par rapport à tout ce qui est de l'ordre du développement cérébral. Ensuite, il y a un autre paramètre qui est assez important dans le cadre du développement de l'enfant, c'est le concept de plasticité cérébrale. Donc en fait, la plasticité cérébrale, c'est quoi? C'est finalement le fait que le cerveau, il est plastique. Donc c'est une caractéristique de notre cerveau, c'est le fait de pouvoir se réorganiser. Donc quand on va dire se réorganiser, ça peut être plein de choses. On peut avoir une réorganisation normale. Donc c'est par exemple le cas d'une petite région cérébrale qui s'appelle le planum temporale. C'est une région cérébrale qui est au carrefour entre les régions pariétales, occipitales et temporales. Et c'est une toute petite structure qui, en temps normal, dans le cadre de l'évolution, est impliquée dans la reconnaissance d'objets. En fait, cette petite région cérébrale, grosso modo, il y a des études qui montrent que elle est impliquée notamment, enfin, elle était impliquée dans le fait de pouvoir reconnaître des outils qui étaient présentés un peu sous n'importe quelle forme. Donc finalement, dans le cadre évolutionniste, c'était super important de pouvoir justement reconnaître un marteau sous n'importe quelle forme pour pouvoir adapter notre comportement, par exemple. Mais en fait, la plasticité cérébrale, et ça c'est Stanislas Dehaene qui a pu démontrer l'importance de cette plasticité dans le cadre des apprentissages, ben, ce planum temporale, il va se réorganiser. Donc la réorganisation cérébrale, ça fait partie de la plasticité. Et en fait, en se réorganisant, ce planum temporale, il va permettre aussi de reconnaître des lettres présentées sous différentes formes. Et donc là, en fait, on voit que le cerveau, il a vraiment cette puissance, ce pouvoir de pouvoir modifier sa configuration, modifier ce qu'on appelle l'architecture neuronale, donc la manière dont dont tous les neurones vont pouvoir s'agencer entre eux pour pouvoir en fait s'adapter à son environnement. Donc là, par exemple, on s'adapte à notre environnement dans le cadre de la lecture parce qu'en fait, on sait que maintenant, le fait de devoir lire, le fait de devoir reconnaître des mots, c'est hyper important pour notre survie, en fait. Le fait de pouvoir voilà, lire le prix au supermarché, être en mesure de pouvoir faire la différence entre quelque chose qui peut être du poison, au niveau lecture, on peut être du poison et quelque chose de comestible, c'est hyper important. Et donc, du coup, on voit que ce cerveau, il a comme ça cet effet de plasticité. Après, on peut aussi s'intéresser à la plasticité cérébrale dans le cadre de la pathologie. Et là, par exemple, la plasticité cérébrale, on peut la voir dans les lésions cérébrales ou les AVC. Donc, c'est le fait en fait qu'il va y avoir un impact ou une lésion au niveau cérébral qui va se faire et qui va provoquer des modifications au niveau du fonctionnement. Donc, très souvent, ce qu'on avait pensé, c'est que finalement, une lésion chez l'enfant ou chez l'adulte, grosso modo, c'est la même chose. Donc ça, c'est une erreur en fait de penser ça puisque c'est pas tout à fait la même chose. On a des conséquences différentes puisqu'en fait enfants et adultes ne sont pas à un même niveau de maturation ou de maturité dans le développement, comme on a pu le voir par rapport au développement des fonctions cérébrales. Ensuite, ce qu'on a découvert au fur et à mesure chez l'enfant, c'est qu'il était possible d'avoir une réorganisation. Donc en fait, ça c'est aussi une connaissance qui est assez récente, hein, le fait de se dire que en fait, chez l'enfant, il va y avoir des réorganisations qui vont être possibles. Cette plasticité cérébrale, elle va être plus importante. Elle va être plus importante. C'est notamment un peu tous les discours qu'on peut entendre, par exemple, il faut apprendre un sport le plus tôt possible, il faut apprendre un instrument le plus tôt possible. Parce qu'en fait, cette plasticité cérébrale, cette réorganisation des neurones, elle va être plus malléable pendant l'enfance, en fait. Donc, dans le cadre de la pathologie, donc en fait, ce qu'on sait par rapport à l'enfant, c'est que par exemple, s'il va y avoir une lésion cérébrale, donc c'est ce qu'on voit un peu sur les données IRM. Donc là, par exemple, sur cette donnée IRM là, vous avez au côté gauche deux cerveaux
en haut et en bas qui représentent l'activité des régions cérébrales activées dans le cadre du langage. Donc on a la partie un peu devant, la partie avant, c'est le lobe frontal. Et donc la petite région colorée, c'est ce qu'on appelle l'aire de Broca. Donc en fait, c'est une petite région cérébrale située au niveau frontal qui permet d'exprimer, qui permet de s'exprimer, qui permet d'élaborer le langage. Et on va voir ensuite la grosse tache orange qui est juste en dessous, et qui va plutôt impliquer les régions temporales. Et elle, ça va plutôt être ce qu'on appelle l'aire de Wernicke. Et l'aire de Wernicke, c'est l'aire qui est impliquée dans la compréhension du langage oral. Donc là, on voit que dans le cadre d'un développement assez typique de l'enfant, eh ben, il va y avoir ces régions-là qui vont être impliquées dans le langage. À droite, là où il y a les petits trous, c'est en fait des lésions cérébrales. Donc c'est le fait qu'il y a eu soit, par exemple, un AVC, une hémorragie cérébrale qui a été faite au niveau de ces régions cérébrales et qui les ont détruites. Ou alors ça peut être aussi suite à un traumatisme crânien, par exemple. Et donc on voit que ces régions situées au niveau de l'hémisphère gauche ont été détruites. Et finalement, quand l'enfant va mobiliser du langage, eh ben, il va plus être en mesure de pouvoir activer ces régions qui sont importantes. Et là, on a ce phénomène de plasticité qui va se mettre en place. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que c'est les régions de l'hémisphère droit qui, normalement, ne sont pas impliquées dans le langage, qui vont être recyclées pour pouvoir utiliser le langage. Et pourquoi? Parce que le langage, en fait, il est important dans la survie d'un point de vue social. Donc, en fait, le cerveau, il va comme ça sélectionner des fonctions, des processus pour les mettre au premier plan et du coup au détriment d'autres choses. Donc en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à cette plasticité-là, c'est que finalement, les régions cérébrales gauches qui ont été détruites et dont les fonctions du langage sont permises par un recyclage des régions de l'hémisphère droit, eh ben, ça va permettre quand même qu'il y ait le langage qui puisse se développer, mais en fait, ça va se faire au détriment d'autres fonctions. Et finalement, chez ces enfants-là, on va retrouver finalement un langage qui va être peut-être pas tout à fait perturbé, même s'il va quand même y avoir des petites perturbations liées à cette lésion. Hein. Mais finalement, il va y avoir d'autres difficultés derrière. Parce qu'on sait que finalement, les régions de l'hémisphère gauche traitent tout ce qui est le langage, et les régions de l'hémisphère droit vont plutôt traiter tout ce qui est aspect visuel, aspect spatial. Et donc, les enfants qui vont avoir ces réorganisations-là vont avoir des difficultés à un autre niveau. Est-ce que tu avais des choses à rajouter par rapport à ça, toi, Marie-Armelle? Non, mais par rapport à ça, moi, j'ai eu un enfant justement dans le cadre d'un stage en rééducation pédiatrique. Et c'était Mhm. justement une jeune fille qui avait une lobotomie en fait de l'hémisphère gauche. Donc c'est-à-dire qu'on lui a retiré cette partie-là parce que c'était mieux en fait de l'enlever plutôt que de lui laisser pour sa survie. Et comme ça s'est passé en fait avant l'acquisition définitive du langage, effectivement, elle s'est retrouvée un peu dans ce cas d'école de développer le langage au niveau de l'hémisphère droit. Et sauf que, comme l'a expliqué Mathieu, ça engendre des difficultés visio-spatiales et c'est vrai que moi, quand je l'ai rencontrée, je me suis rendu compte que c'était un cas d'école parce qu'au niveau visio-spatial, c'était vraiment très, très compliqué pour elle. Et par contre, au niveau du langage, le langage est possible, c'est-à-dire que c'est compréhensible. Après, il n'est pas non plus de qualité et il n'est pas non plus d'une qualité en fait qu'on pourrait espérer si le développement s'était fait de la bonne manière, on va dire. Mais c'est vrai que du coup, le cerveau en fait va sélectionner ce qui est le plus pertinent en fait pour la survie et pour le futur en fait de l'individu. Et c'est aussi ce qui explique le fait que dans le cadre de tumeurs cérébrales, alors que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, on évite en fait quand on doit opérer d'aller vers ces zones-là et de retirer la tumeur si elle se localise sur ces zones-là justement pour préserver au maximum les zones du langage en fait pour permettre en fait à la personne de garder cette capacité, ce qui montre bien en fait toute l'importance de cette compétence en fait dans notre quotidien. Non, clairement. Puis d'autant que là, c'est vrai qu'on est très focalisé sur langage et visio-spatial, mais finalement, ce qu'on sait aussi, c'est que finalement, chaque hémisphère cérébral va aussi avoir un rôle au sein du langage, puisque finalement, alors si je ne dis pas de Oui, bêtises, l'hémisphère gauche va plutôt être dans le lexique, dans le traitement assez précis du langage, et l'hémisphère droit va plutôt être dans le traitement superficiel, on va dire, il va plutôt être la globalité, un peu bon, enfin dans le sens général, et l'hémisphère, c'est la différence entre sériel et séquentiel en fait. L'hémisphère oui. gauche va plus être dans un traitement séquentiel, donc on va vraiment traiter mot par mot, en vraiment une analyse assez fine, et l'hémisphère droit va être plutôt dans un traitement assez
ouais, on va dire que l'hémisphère gauche, c'est plus la précision et l'hémisphère droit, c'est plus la globalité, en fait. Oui, là, on présente les choses de manière Ouais. très compartimentée, mais en réalité, dans le cerveau, tout est connecté et Mm. toutes les régions communiquent entre elles. Et par exemple, tout à l'heure, on a parlé de l'importance du lobe frontal, mais sans les autres parties, sans les autres régions cérébrales, en fait, le lobe frontal ne pourrait pas aussi bien travailler. Et inversement, en fait, c'est plutôt, Mm. c'est vraiment, faut vraiment imaginer ça comme quelque chose d'ultra connecté, hyper connecté. Et Ah d'ailleurs, oui. bah, là, on parle de régions cérébrales, de connexions neuronales, etc. Parce que c'est le cas, en fait. Ah, C'est c'est pas... ça, et puis bien sûr, bah, c'est pour ça que ce qui est super intéressant, en fait, c'est par exemple, les études qui étudient ces réseaux-là, des faisceaux. Donc en fait, Mm. c'est des études qui sont faites par IRM, par tenseur de diffusion. Donc c'est des IRM très très spécifiques qui vont être très très précis en fait dans leur manière d'analyser le cerveau. Et en fait, ces IRM-là, ils vont avoir une puissance telle qu'ils vont pouvoir comme ça étudier des faisceaux. Donc là, on va à la limite étudier la cellule nerveuse dans les régions, et ça permet un peu de donner, en fait, les images qui sont obtenues par IRM, par tension de diffusion, c'est un peu la pochette de l'album de Muse, là, Uprising, Oui, avec le gros truc multicolore, là, et ça permet vraiment de rendre compte qu'en fait, cet aspect très, très compact qu'on a du cerveau, mais en fait, c'est vraiment des milliards et des milliards de cellules. De toute façon, au sein du cerveau, le cerveau, il pèse 1400 à 1800 grammes, et il y a vraiment voilà, des milliards de cellules nerveuses, et les connexions qu'elles établissent entre elles, c'est de l'ordre de 1 million de milliards de cellules connectées, et c'est vraiment un truc énorme. Et ces cellules sont hyper fragiles, ce qui fait que dès qu'elles sont confrontées à quelque chose de toxique, et surtout le sang, bah, elles vont mourir quasiment instantanément. Et cette destruction-là fait qu'on va voir des trous comme on les voit en IRM. Et là, par exemple, ce trou énorme qu'on peut voir sur le premier cerveau en haut à droite, bah, je sais pas, c'est des millions de neurones qui ont été détruits, et ça modifie fondamentalement l'architecture cérébrale, les connexions entre les neurones, ça modifie les faisceaux, les connexions entre les régions. Donc, voilà, là, on voit au niveau d'une région, on se dit, ah, c'est déjà impressionnant, mais en fait, ça modifie même au-delà de ça des carrefours de communication entre les régions, en fait. mais c'est ça qui rend la chose très intéressante et très complexe à la fois, en fait. C'est se dire que tout est pensé minutieusement et il suffit qu'il y ait un petit rouage dans la machine et ça a un effet boule de neige, en fait, Ouais, aussi. c'est ça. Donc, du coup, là, en fait, ce qu'on voit, c'est justement ce pouvoir de plasticité, en fait, qu'on va avoir au niveau de la réorganisation, notamment chez l'enfant. Donc, en fait, comment ça se passe chez l'adulte? En fait, chez l'adulte, c'est quand même un peu plus compliqué parce que justement, ce phénomène de plasticité, il est un peu plus, il s'essouffle, voilà, il est plus difficile. En fait, vraiment, le cerveau de l'enfant, il faut vraiment le voir comme quelque chose qui se développe au fur et à mesure. Il y a des nouvelles connexions qui s'établissent. Il y a vraiment ce côté malléable qui est assez présent. Chez l'adulte, cette malléabilité, cette plasticité, voilà, c'est assez difficile. Donc, pendant un certain temps, il y a plein de personnes qui pensaient que le cerveau adulte, c'était fini, il était fini, il n'y avait plus rien qui évoluait, alors qu'en fait, c'est faux. Et c'est juste que ça va être plus difficile, ça va demander plus de temps. Il faut vraiment comme ça réentraîner ces neurones à faire de nouvelles connexions. C'est super difficile. C'est un peu comme par exemple demander à une personne d'un certain âge dont elle a des comportements comme ça qui sont limite des rituels qui sont faits tous les jours, comme ça, du jour au lendemain, de ne plus les faire, bah, ça va être hyper compliqué. La plasticité chez l'adulte, c'est un peu ça aussi. Ça demande énormément d'efforts. Mais il y a quand même, par exemple, des nouveaux neurones qui peuvent se créer, et ça, c'est très spécifique et très localisé. C'est dans le siège de la mémoire. C'est vraiment là où il va y avoir cette plasticité qui va quand même être la plus présente. Donc justement, par rapport aux adultes, bah, une des études qui est qui est souvent la plus discutée, la plus connue en fait dans le cadre de la neuropsychologie. C'est le cas d'un patient qui s'appelle le patient HM. Donc c'est un patient qui souffrait d'épilepsie pharmacorésistante. Donc même malgré les traitements qui étaient pris, le patient avait des crises telles qu'il fallait enlever les foyers épileptiques. Et ces foyers épileptiques de ce patient, ils étaient situés dans des régions dont on ne connaissait pas les fonctions à l'époque. Mais en fait, c'était les régions du siège de la mémoire épisodique, donc vraiment nos souvenirs personnels. Qu'est-ce qu'on a fait la veille, qu'est-ce qu'on compte faire plus tard. Voilà, c'est vraiment tout ça. La mémoire épisodique, c'est tout ce qui nous concerne, nous, dans notre quotidien, et qui permet
qui permet justement d'interagir, de former des souvenirs. Et donc, quand ces régions ont été retirées, finalement, le patient s'est retrouvé totalement amnésique. Il ne se souvenait plus de rien. Et voilà. Donc, du coup, ce qu'on voit à ce niveau-là, c'est qu'en fait, chez ce patient-là, en fait, en ayant retiré ces régions assez spécifiques, il y a eu comme ça une perte de fonction. Et là, on était vraiment dans ce qu'on appelle les phénomènes d'amnésie. Alors, en fait, cet exemple-là, on l'a choisi justement parce que en fait, la différence qu'on va avoir entre l'enfant et l'adulte, c'est justement par rapport à ces choses-là, en fait. C'est le fait que dans l'adulte, quand il va y avoir des lésions, des pertes, en fait, l'adulte, il aura déjà développé des fonctions. En fait, l'adulte, si tout s'est bien passé, il a développé le langage. Du coup, il va parler, il va avoir un bon niveau de vocabulaire, il va être en mesure de comprendre le langage. Et arrivé à un certain moment, arrive un AVC ou une lésion cérébrale, un traumatisme crânien qui touche les régions du langage et le patient n'est plus en mesure de produire de langage. Là, on va parler d'aphasie. Après, il existe différents types d'aphasie. Il existe des aphasies, par exemple, agrammatiques. Donc ça, c'est quand il va y avoir vraiment une lésion cérébrale spécifique qui fait que le patient va être en très grande difficulté de pouvoir produire des phrases, en fait, à pouvoir communiquer sur son état. Donc, il va vraiment avoir un discours qui va être très difficile à comprendre. Après, on a d'autres types d'aphasies qui sont des aphasies réceptives. Donc là, on parle un peu de l'aphasie de Wernicke. Donc là, c'est cette région de la compréhension du langage qui est touchée. Et là, le patient ne comprend plus rien. En fait, on va lui parler, mais il va être en mesure de parler. Tout à fait, son discours a du sens, il n'y a aucun souci. Mais nous, ce qu'on va lui dire, ça n'a aucun sens. Et donc, on va vraiment être dans ces pertes de fonction. Dans le cadre de l'enfant, on peut aussi en avoir. Mais en fait, pour pouvoir parler de ces choses du type aphasie, etc., les pertes, il faut qu'il y ait eu la fonction qui ait été développée. Et c'est ça aussi qui est différent de tout ce qui est système 10, donc tout ce qui est dyslexie, dysgraphie, dysorthographie, etc. En fait, c'est que l'apprentissage de la lecture, l'apprentissage de la manipulation, l'apprentissage de toutes ces choses-là est difficile. Donc on peut parler de A, parce que A, c'est vraiment de la privation, de la perte, et c'est vraiment quelque chose de 10, donc c'est-à-dire que l'acquisition va être lente, laborieuse, par justement des prédispositions au niveau du fonctionnement cérébral, au niveau du fonctionnement génétique. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments qui vont pouvoir impacter tout ça. Est-ce que là, c'est tout bon pour cette partie? Bah oui. Ok, nickel. Alors ensuite, on a une autre partie assez importante, c'est le concept de vulnérabilité précoce. Donc en fait, qu'est-ce qu'on entend par vulnérabilité précoce? C'est justement ce dont on a pu discuter juste avant par rapport à ces atteintes cérébrales. C'est qu'en fait, chez l'enfant, effectivement, il y a des réorganisations qui sont possibles, mais c'est pas sans conséquence. Finalement, l'enfant, s'il a eu des lésions cérébrales au niveau des régions qui lui permettent de développer le langage et qu'il y a un recyclage d'autres régions qui normalement devraient être allouées au développement d'autres fonctions, les autres fonctions qui devaient être sous-tendues par les régions recyclées ne vont pas bien pouvoir se développer. Du coup, il va y avoir vraiment des conséquences dans le développement des autres fonctions. Et ensuite, très longtemps, on a pensé que l'enfant, s'il avait une lésion tôt, tant mieux. Tant mieux parce que son cerveau, il va être plastique et il va y avoir moins d'impact. En fait, pas du tout. Il y a quand même des choses qui vont porter atteinte justement sur le développement sur le développement du cerveau, sur le développement des fonctions cognitives. Et c'est justement des éléments qu'il faut garder en mémoire en fait, par rapport à ce développement-là. Donc ça, je pense que pour cette partie, c'est globalement bon. On a pu un peu développer l'ensemble des trucs. En fait, ce concept de vulnérabilité précoce, il arrive que maintenant dans le diaporama parce qu'il est consécutif en fait au développement, par exemple la maturation tardive du lobe frontal. Donc le fait que s'il y ait une lésion frontale très tôt, ça va grandement impacter le développement de cette région cérébrale et donc le devenir futur de l'enfant. Et le fait aussi que n'importe quelle région, en fait, on est face à un cerveau qui est immature et qui donc est fragile et en pleine construction.
C'est comme si, en fait, on attaquait une maison dans ses fondations, Mm. alors qu'il y avait une tempête. Quand une maison est en construction, ça aura plus d'impact, c'est très imagé, qu'une tempête quand la maison est déjà bien construite. C'est très imagé, mais ça permet C'est aussi ça. de se représenter un C'est petit pour ça peu. qu'en fait, bah, ouais, c'est juste dans ce que tu dis. En fait, c'est vraiment cette idée, en fait, chez l'adulte, quand il va vraiment y avoir cette destruction localisée, bah, en fait, on va détruire quelque chose dans quelque chose qui a déjà été bâti, dans quelque chose qui a déjà été construit. Du coup, alors, on va pas dire que c'est pas global parce que voilà, comme on a dit, s'il y a une destruction, il y a des millions de neurones qui ont été détruits, automatiquement, il y a un impact sur tout le système cérébral. Bon, là, on parle vraiment que du cerveau, hein, on parle pas de tout ce qu'il y a vraiment autour. Parce que voilà, autour, les conséquences sociales, les conséquences émotionnelles sont hyper importantes aussi à prendre en compte. Mais c'est vrai que chez l'enfant, comme tu le dis, il y a vraiment ce côté où, en fait, bah, on attaque quelque chose qui est en voie qui est vraiment ouais, en voie de développement et qui va faire que bah, on chamboule tout. Finalement, le cerveau, il va devoir trouver une autre manière de s'adapter pour pouvoir sauver les meubles et développer ce qui doit être développé dans le contexte social dans lequel il est. Et donc, Ça c'est va vrai que changer. c'est un stress pour le développement. Oui, ça va changer la trajectoire développementale de Ouais. l'enfant et parfois, ça peut impacter la vie de l'enfant et son quotidien. Ouais, Le bah, but, exact. c'est pas de, pardon. Le but, c'est pas Mhm. de dire qu'une lésion chez l'adulte, c'est moins grave non plus que quand c'est chez l'enfant. C'est tout aussi grave parce qu'en Mhm. plus, ça appartient aussi à la personne, à ses capacités de réorganisation qui lui sont propres. Enfin, il y a plein de facteurs qui Mhm. rentrent en ligne de compte. Mais l'idée, c'est vraiment d'enlever un peu cette idée reçue de oh, bon, c'est chez l'enfant, mais il est jeune, il arrivera à s'en remettre. Dans les faits, c'est quand même beaucoup plus compliqué quand on parle du développement cérébral. Ouais, c'est ça, non, exactement. Donc du coup, c'est vrai que là, on a beaucoup insisté sur le développement cérébral, mais c'est vrai que c'est parce qu'en fait, même quand on reçoit les parents en consultation, et quand on parle du développement de l'enfant, c'est souvent ça qui pose question. Vraiment, les parents ont souvent besoin d'être rassurés sur le développement cérébral, le développement des fonctions cognitives, la bonne santé cérébrale en fait, de l'enfant. Et c'est pour ça que finalement, replacer ces choses-là dans leur contexte, c'est aussi hyper important. Mais justement, il n'y a pas que ça, en fait, dans le cadre du développement de l'enfant. C'est une bonne transition pour la suite. C'est justement quels sont les différents facteurs en fait, qui vont être présents dans le cadre du développement de l'enfant. En fait, il y a plein de choses. Donc, il y a vraiment ce côté du développement cérébral qui va être assez étroitement lié aux éléments d'ordre génétique. Parce qu'en fait, on sait que la génétique, donc le programme génétique qui va être créé lorsque bah, l'enfant est en voie de développement, hein, bah, il va s'exprimer. Et ce programme génétique, en s'exprimant, bah, il va à la fois permettre l'expression de certains caractères. Alors voilà, la couleur des yeux, la couleur des cheveux, etc., la taille, voilà, plein de choses comme ça. Mais il va aussi jouer un rôle très important dans le développement cérébral. Notamment, par exemple, on sait que dans dans certains troubles qui sont présents au niveau familiaux, et ben, on sait que par exemple des facteurs génétiques dans le cadre du TDAH, dans le cadre du TSA, vont venir carrément modifier la manière dont le cerveau va se développer. Et donc modifier la façon dont le cerveau va se développer va du coup induire une prédisposition à, dans le cas du TDAH, avoir des troubles de l'attention, des troubles de l'organisation, de l'hyperactivité, de l'impulsivité. Dans le cadre du TSA, ça va aussi avoir cet impact par rapport aux relations, par rapport aux interactions. Donc il y a vraiment ce côté génétique qui doit vraiment être pris en compte et qui doit être aussi questionné dans les entretiens et dans le cadre de la demande. En fait, quand les parents vont venir poser des questions sur le développement de leur enfant, c'est très souvent intéressant d'avoir aussi l'historique familial pour avoir ces questions génétiques aussi en tête. Ensuite, bah, dans le cadre du développement, finalement, en plus de ces côtés génétiques et cérébraux, il y a plein d'éléments à prendre en compte. Il y a notamment les émotions. Donc, on sait par exemple qu'un enfant qui va présenter des difficultés psychoaffectives, qui va présenter de l'angoisse, de l'anxiété, des difficultés dans l'attachement avec les parents. Donc, l'attachement, c'est quelque chose d'assez particulier. C'est quelque chose qui a été étudié par de nombreux auteurs. Euh, donc, il y a par exemple Bowlby,
Il va y avoir, pas comme par hasard, Il y a j'ai pas plus Marianne pas mon Swartz souvenir. aussi. Si, c'est ça, exactement, merci. Et du coup, voilà, ce côté attachement qui est hyper important dans le cadre du développement de l'enfant, ça permet en fait de développer ce qu'on appelle une relation sécure avec l'environnement. C'est la manière de dire que bah, l'enfant, dans ses interactions précoces, donc quand on parle d'interaction précoce, c'est vraiment le lien qu'il va y avoir entre la mère, enfin, on parle de la mère, mais en fait, la mère, c'est un peu l'idée de la figure parentale. Donc la figure parentale, ça peut être plein de choses. Ça peut être le père, ça peut être le grand-parent, ça peut être la mère, voilà, que sais-je, ça peut être... en fait, c'est la personne qui va être importante émotionnellement pour l'enfant. Et en fait, cet attachement, c'est la relation qui va s'établir entre l'enfant et cette figure va être sécurisant, va être un lien d'amour, un lien émotionnel, et ça va permettre de garantir à l'enfant d'avoir des sécurités, une stabilité émotionnelle pour pouvoir ensuite entrer dans les apprentissages, entrer dans l'interaction avec l'autre. C'est pour ça que finalement, ce lien d'attachement, il est hyper important dans le cadre du développement de l'enfant, et donc il est aussi à la base de tout ce qui est de certains troubles psychoaffectifs en fait, dans le développement de l'enfant. Je ne sais pas si tu avais des choses à rajouter par rapport à ça, Marie-Armelle. Non, bah moi j'ai pu le voir en fait quand j'ai fait un stage en IME cette année. Et c'est vrai que euh, ouais, la dimension développementale elle est vraiment à prendre en compte parce que on voit qu'au niveau notamment des émotions, de l'attachement, t'en parlais beaucoup, ça peut impacter considérablement en fait le développement de l'enfant. Et c'est vrai que pour ça, on peut pas ignorer ça en se disant, bon, c'est pas très neuro, donc on va pas le prendre en considération parce qu'en fait, c'est vraiment un risque de se planter de dire des choses, en fait, de se tromper, en fait, à propos de l'enfant. Et ça rend certes la chose plus compliquée parce que ça nous oblige à prendre en compte plein de paramètres. Et finalement, on en arrive parfois à dire, bah, on pense que c'est ça, mais on n'est pas trop sûr parce qu'il y a tellement de choses qui rentrent en ligne de compte que bah, on n'est pas des machines, donc on peut pas non plus tout savoir. Mais, mais en même temps, c'est aussi ce qui nous permet d'être à peu près le plus juste auprès de l'enfant et auprès des parents. Et je pense que c'est ce qui compte aussi dans notre pratique. Et je pense que les parents aussi, ils sont sensibles, ou même les professionnels hein, qui travaillent avec nous. Et donc, ouais, franchement, cette dimension développementale, elle est clairement pas oubliée. Je sais aussi que dans ma formation, qui est plutôt d'orientation intégrative, on a pas mal de neuro, mais on a eu aussi un petit rappel sur les notions de développement chez l'enfant. Non, non, mais c'est super, voilà, c'est super important, et c'est là aussi où finalement, même si on a ce rôle cognitiviste ou ce rôle c'est-à-dire de spécialiste du développement cognitif de l'enfant, bah, finalement, ces aspects qu'on a très souvent laissés bah, aux personnes qui sont liées avec tout ce qui est psychanalyse ou autre, hein, bah, finalement, nous aussi, on doit prendre en compte ça, et ça rapporte aussi, ça amène aussi ce côté bah, pluridisciplinaire où en fait, bah, voilà, si nous on a des spécificités dans certaines choses, bah, il y a aussi des choses pour pouvoir garder cet aspect très holistique par rapport au développement de l'enfant, de travailler ensemble pour accompagner au mieux ces éléments-là. Que c'est vrai que bah, finalement, un enfant angoissé, un enfant anxieux parce qu'il ne va pas être sécure dans la relation aux autres ou dans son environnement ou dans des choses comme ça, là, ça va provoquer finalement derrière des troubles, des symptômes en fait, cognitifs, des troubles de l'attention, des difficultés à réguler l'humeur, etc., qui vont impacter finalement les apprentissages. Et après, finalement, ce qu'on va voir, nous, c'est la partie vraiment extérieure de l'iceberg. On va se dire, oh là là, trouble des apprentissages, trouble de l'attention. Et finalement, en dessous, tout ce qu'il y a, bah, c'est des choses qui justement, bah, il faut gratter et qu'il faut questionner. D'où l'importance on y reviendra plus tard, de tout ce qui est clinique, de tout ce qui est questionné, et de tout ce qui est surtout être très bienveillant avec les familles, et vraiment être dans cet accompagnement sans jugement, comment dire, sans leur dire, voilà, vous faites mal les choses, mais pas du tout. C'est peut-être juste que voilà, les parents qui sont dans ces situations-là font vraiment du mieux qu'ils peuvent, mais bah, il y a des choses qui sont difficiles à ce niveau-là. Et du coup, bah, nous aussi, notre rôle, c'est d'accompagner le parent dans leur rôle de posture parentale, dans leur rôle ouais, dans leur rôle finalement de
j'ai plus mon terme maintenant. Mais voilà, dans le rôle de pouvoir justement accompagner leur enfant dans ce développement-là. Et Et donc puis ça ensuite, nous oblige. Pardon, vas-y, non, vas-y, termine. je te laisse. Non, je disais, enfin, ça nous oblige aussi à aller chercher certaines informations, notamment comment ça s'est passé pendant la grossesse, l'accouchement, etc. Parce que tout ça, ça peut aussi avoir un impact en fait sur le développement de l'enfant. Et ça nous oblige à être un peu rigoureux sur les informations qu'on doit récupérer. Parce que, mine de rien, tout ce qu'on peut en fait récupérer sur le développement de l'enfant, il faut qu'on le récupère parce que c'est très important. En fait, ça peut nous donner des indices et ça peut nous permettre de mieux comprendre, ben, ok, cet enfant, il en est là aujourd'hui, mais parce qu'en fait, il y a eu plein de choses avant qui expliquent pourquoi il en est là aujourd'hui. Voilà. Ouais, non, non, bah, exactement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et ensuite, donc du coup, bah, tout ce qui est bon, le milieu de vie, on en a un petit peu parlé justement avec les parents. Après, le milieu de vie, ce qui est aussi hyper important, c'est aussi c'est la culture de la personne. Parce qu'en fait, on peut rencontrer, alors, dans les cas, parce que moi j'ai pu rencontrer à plusieurs reprises, c'est des familles immigrées qui viennent, qui ont fui la guerre, qui ont fui, voilà, qui sont arrivées en France, qui ont aussi, alors elles essayent, hein, mais elles ont du mal à s'intégrer, elles ont aussi du mal peut-être à apprendre la langue française, elles ne savent pas trop où elles sont. Alors l'enfant va déjà être en stress parce qu'il a bougé d'un environnement à un autre. Il va y avoir effectivement plein de difficultés. Et nous, après, derrière, on est là et on doit se questionner. Est-ce qu'il y a des difficultés du neurodéveloppement? Est-ce qu'il y a des difficultés de... Et là, c'est vrai que c'est aussi des situations qui sont très compliquées, d'autant que nous, d'un point de vue psychométrique, parce que le plus souvent c'est ce qu'on va nous demander de faire, bah, là aussi on est très bloqué parce que on sait que tout ce qui est comment on perçoit l'intelligence, comment l'enfant se développe, quelles sont les attentes qu'on peut avoir envers l'enfant, bah, c'est des choses qui sont hyper dépendantes de la culture, hyper dépendantes du contexte, du pays. Et finalement, par rapport à ce niveau-là, on n'est pas du tout égaux non plus. Donc finalement, ça, c'est aussi des choses hyper importantes à avoir. Euh, En plus de connaître aussi quelles sont les valeurs parentales, quelles sont les valeurs familiales, les valeurs culturelles, qui vont elles aussi finalement guider et nous permettre aussi, nous, de savoir quels sont les outils qui nous permettront de guider la famille dans ce cadre-là. Ça, je ne sais pas si c'est des choses auxquelles tu avais aussi pu être confronté. L'année dernière, on a fait un bilan d'un maghrébin et justement c'était très compliqué parce qu'en plus il parlait très peu, il parlait quasiment pas français, donc obligé de passer par un interprète, sachant que les consignes elles sont données en français, que parfois il y a un peu d'expression en français, donc déjà il était impacté pour ça. Il avait des problèmes visuels, donc c'est pareil, les épreuves visuelles, il était impacté, donc ça faisait quand même pas mal de choses à prendre en compte, la présence de l'interprète, parce que nous, on ne connaissait pas la langue, donc on ne sait pas en fait ce qui se dit. Est-ce que l'interprète redonne exactement la consigne telle que nous, on l'a donnée? Peut-être pas, peut-être que la façon dont elle la donne, elle donne des indications supplémentaires qui peuvent aider l'enfant ou pas. Enfin, même de temps en temps, ils discutaient entre eux et c'était un bilan qui était assez particulier justement par rapport à ça. Mais par contre, après, tout ça, ça a été indiqué dans le bilan, hein, qu'on a comparé cet enfant à des enfants français. Donc ça aussi, qu'on a utilisé des outils qui sont normés pour les Français, ou en tout cas dans les pays plutôt européens. Et ça, faut l'indiquer parce que les résultats qu'on a eus, c'est quand même majoritairement basé sur notre observation aussi, sur notre clinique, justement. Ouais, c'est Mais hyper, oui. ça justement, tu y reviendras dessus, mais c'est vrai que ça c'est hyper important. Mm. Donc du coup, après, là, pareil, ça va être une vision très européenne, hein, très, très occidentale. Finalement, cette question de comment en fait l'enfant fait pour se développer. En fait, donc très, très longtemps, on a eu une idée que voilà, l'enfant, c'était un peu le principe de la tabula rasa, c'est-à-dire la table rase. L'enfant, il a rien. Et il apprend tout au fur et à mesure. Voilà. Et c'est des choses qu'il doit acquérir par l'expérience, par différentes choses. Donc en fait, avant, les premières idées qu'on pouvait avoir, c'était notamment des modèles piagétiens où on disait, en fait, l'enfant, quand il va se développer, il y aura un stade 1 où il va justement avoir des conduites réflexes. Donc, il va sucer son pouce, il va mettre les mains, mettre les mains en bouche, etc. Après, au fur et à mesure, d'autres stades apparaissent. Il va pouvoir commencer à comprendre que ces actes ont un effet sur l'environnement.
Puis après, au fur et à mesure, il va pouvoir accéder à une pensée logique et pouvoir résoudre des problèmes. Par exemple, je sais pas, il veut accéder à un petit bocal de cookies qui est en haut de la table et il sait qu'en tirant la couverture, il va réussir à la voir. Voilà, donc en fait, c'était vraiment cette idée il y a une évolution stade par stade et il faut obligatoirement passer par un stade euh, pour pouvoir acquérir ces choses-là. Donc en fait, l'idée actuelle, c'est plus de dire que en fait, le développement de l'enfant, c'est finalement des stratégies qui vont s'acquérir au fur et à mesure et qui vont en fait être utilisées en fonction de leur utilité. Donc en fait, plus l'enfant il va percevoir que les stratégies qu'il a sont utiles et plus plus il va les utiliser en fait. Donc c'est vraiment ça l'idée du développement de l'enfant. C'est un enfant qui va avoir un comportement et ensuite, en fonction des réponses qu'il va avoir de l'environnement, avoir une fréquence d'apparition de ces comportements qui vont augmenter. Voilà, globalement. Donc en fait, si on résume un peu, on sait que voilà, ce qu'on voit, c'est que l'enfant, c'est un enfant qui est vulnérable en fonction des impacts qu'il va pouvoir avoir au niveau cognitif, au niveau cérébral, qui a une importance de tout ce qui est la famille, l'environnement, et que justement le but de tous les professionnels qui vont prendre en charge l'enfance, ça va être de pouvoir anticiper son devenir et de l'accompagner dans son développement. Voilà. T'avais des éléments à rajouter par rapport à ça ou c'est bon? Oui, non, quand on dit enjeu principal, c'est le devenir de l'enfant, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant qui va devenir adolescent et qui va devenir Ouais, adulte. Et que du coup, ce qui se passe dans l'enfance, alors tout ne se passe pas non plus dans l'enfance, il ne faut pas être dans cet extrémisme, mais effectivement, ça aura un impact et il faut aussi être vigilant à ça, c'est qu'on est face à un enfant qui va grandir et du coup, cet enfant-là, comment il va se développer, comment faut être conscient de ça, quoi. Ça ne s'arrête pas à l'enfance. C'est pas parce que nous, on travaille avec des enfants qu'on n'a pas conscience qu'ils vont grandir et qu'après, ils seront pris en charge par d'autres professionnels, par exemple. ouais, exactement. Alors du coup, ah oui, bon, je viens de voir que ça fait pas mal, parle beaucoup. Du coup, je te laisse prendre la suite, du coup. Ouais. Bon, après, on a commencé un peu tard aussi, hein. Donc là, Ouais. moi, je vais plutôt parler de l'évaluation et de l'accompagnement de l'enfant, en fait, et du rôle du psychologue. Là, je passe la slide. Alors, Donc, premièrement, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs niveaux d'intervention quand on se questionne sur le fonctionnement en fait, d'un enfant, donc qui se fait en 3 niveaux. Donc le niveau 1, en fait, c'est plutôt un professionnel qui va se questionner sur un trouble. Donc ça peut venir du médecin généraliste, par exemple, ou du pédiatre, par exemple, si on prend le cas d'un enfant très jeune. Et en fait, il va plutôt rediriger vers le niveau 2. Donc le niveau 2, ça va plutôt être des spécialistes de proximité, donc pédiatre, pédopsychiatre et la rééducation fonctionnelle, avec un bilan pluridisciplinaire en fait, de proximité. Donc ça peut se faire aussi dans des maisons de santé, donc c'est-à-dire un regroupement en fait, de plusieurs professionnels en libéral. Et soit on arrive en fait à poser un diagnostic chez cet enfant, et dans ces cas-là, il peut y avoir une prise en charge de proximité. Soit on n'arrive vraiment pas à savoir ce qui peut poser problème chez cet enfant, et dans ces cas-là, on va l'adresser à ce qu'on appelle un niveau 3. Donc ça va être, l'enfant va être adressé, enfin son dossier va être adressé à une structure qui va être plus spécifique et qui va être dédiée spécifiquement à ces questions. Donc ça va être le cas par exemple des CRTA, donc Centre référent des troubles des apprentissages. Donc si on se pose la question, est-ce que c'est vraiment un trouble spécifique des apprentissages ou est-ce que c'est un simple retard, on va plutôt les diriger l'enfant et la famille là-bas. Pareil pour ce qui concerne l'autisme, on va les diriger vers un CRA, donc Centre ressources autisme. Et en fait, c'est un peu en millefeuille. Donc, c'est-à-dire que plus la question est complexe et plus il va falloir s'adresser à un niveau éloigné. Donc, c'est aussi ce qui peut expliquer parfois l'errance diagnostique que peuvent vivre certaines familles. C'est que le temps que ça passe du niveau 1, après qu'on arrive au niveau 2, et qu'après du niveau 2, ça arrive au niveau 3, sachant que le niveau 3, en général, il est assez surchargé en ce moment et il croule sous les dossiers. Il y a parfois 1 an, 2 ans, 3 ans d'attente. Ça peut expliquer en fait le fait qu'un diagnostic soit posé 3 ou 4 ans après et que les familles en fait soient constamment dans l'attente. Voilà, donc ça c'est premièrement dans ce qui va être plutôt aspect évaluation et diagnostic. Il faut bien que tu passes.
Et c'est un travail d'équipe, donc on l'a déjà un peu abordé avant. Donc il y a des médecins, donc pédiatres généralistes, pédopsychiatres, il y a aussi des orthophonistes pour tout ce qui va être s'apparenter au langage, mais elles se chargent aussi de la mémoire et de la cognition mathématique, notamment les ergothérapeutes. Donc les ergothérapeutes vont plutôt s'intéresser aux aspects exécutifs, mais aussi comment améliorer la qualité de vie de l'enfant ou de l'adulte en réaménageant l'espace, en repensant l'espace, en réorganisant les choses. Le psychomotricien, ça va être plus tout ce qui va être aspect moteur. Après, bah, il y a les psychologues, toutes spécialités comprises, donc spécialisés en neuropsychologie, en développement, en psychopathologie. Donc, on peut en trouver 3 à 4 dans les structures. Les éducateurs spécialisés aussi. Après, j'ai mis 3 petits points parce que ça dépend aussi de la structure dans laquelle on travaille, mais on peut être en lien avec l'ASE, on peut être en lien avec d'autres professionnels plus spécifiques en fonction des problématiques qu'on va pouvoir rencontrer, juge pour enfants, etc. Donc c'est vraiment tout un réseau en fait qui se fait autour de l'enfant. Et le diagnostic, c'est pas nous qui le posons, c'est le médecin qui le pose, mais il se fait à partir d'un bilan pluridisciplinaire. Donc, c'est-à-dire que l'orthophoniste, l'ergothérapeute, le psychomode, le psychologue et l'EduxP vont dire, bah voilà, nous, on a repéré ça chez cet enfant, on a repéré ces difficultés-là. Et à partir de tout ça, on va mettre en commun toutes les informations qu'on a repérées avec chacun nos spécificités. Et ça nous permettra d'y voir en fait plus clair sur le fonctionnement de l'enfant et éventuellement de pouvoir poser un diagnostic et de pouvoir proposer une prise en charge qui soit qui fonctionne et qui soit adaptée en fait à l'enfant. Je sais Ouais, pas puis si ce qu'on peut rajouter dans le travail d'équipe aussi, c'est finalement on a les enseignants Oui, qui sont aussi. aussi acteurs dans tout ça, avec les réunions qu'on peut avoir avec eux, réunions d'équipe éducative, etc. Après, c'est vrai que on va dire cet organigramme-là, c'est quelque chose qui est présent partout en fait. On va dire, c'est un peu la base de tout. Qu'on soit en libéral, c'est-à-dire qu'on a les pédiatres en libéral, les pédopsies en libéral, les orthos en libéral, les orgos en libéral, enfin voilà. En fait, qu'on soit en libéral ou qu'on soit en structure, on doit toujours avoir ce canevas-là en tête, c'est-à-dire toujours travailler en équipe. Donc c'est pour ça que finalement, même le côté libéral, souvent le côté un peu on va souvent étiqueter la personne libérale comme ouais, mais de toute façon, t'aimes pas travailler avec les autres, t'aimes pas communiquer. En fait, pas du tout. C'est même plus dans le cadre du libéral qu'il va falloir beaucoup plus chercher à communiquer avec les autres parce que bah, justement, on est un peu seul et il nous faut des éléments. Et en fait, cette équipe-là, elle va être déjà présente et comment dire, toute formée dans les structures, donc type CAMS, type CRTA, comme tu as pu dire, le CRA, etc. Il y a déjà ce pan-là de professionnel. Et en fait, quand les bilans vont se faire justement à un niveau 2, en fait, les professionnels du niveau 2, en général, c'est un peu les libéraux. Et en fait, il va y avoir aussi ce travail d'équipe-là qui va être fait dans un niveau 2, qui va pouvoir parfois être refait pour pouvoir avoir un autre niveau d'expertise à un niveau 3. On a toujours comme ça cette boucle qui doit se mettre en place. Et c'est souvent, en fait, les écarts qu'on va voir entre... c'est souvent les délais d'attente qu'on va voir entre le rendez-vous chez le médecin, puis chez l'ortho chez l'ergo, puis chez l'ergo chez la psychomote, qui fait qu'il va y avoir un petit peu un sentiment d'errance diagnostique parce que voilà, en fait, on a un peu baladé à droite à gauche, mais en fait, il faut tous ces éléments-là pour vraiment apporter une réponse juste et une réponse au plus proche de ce qui peut être de la réalité clinique de l'enfant. Bah, c'est essentiel pour vraiment comprendre l'enfant et dans quoi il est imbriqué, parce que ce que les parents ou ce que l'enfant va dire à l'orthophoniste, il va pas forcément dire la même chose au psychologue. Donc ça aussi, c'est très important en fait qu'il y ait plusieurs professionnels qui se posent la même question au sujet d'un enfant. Parce que c'est vraiment ce regroupement d'informations. Il faut voir ça un peu comme une enquête, hein. C'est un vrai Cluedo en fait. Et puis on joue tous en fait au Cluedo. Et puis plus on a d'indices, plus on peut résoudre l'enquête. Typiquement, enfin, en très très imagé, bien évidemment. C'est ça. Ok. Alors, hop, 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 hop. Donc du coup, le psychologue spécialisé en neuropsychologie dans cette histoire, qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, c'est un titre unique. Donc c'est le titre de psychologue qui est aujourd'hui protégé en France. Donc, pour avoir. Et après, en fait, on choisit une spécialisation en master, donc la spécialisation de la neuropsychologie. Donc, pour pouvoir exercer, il faut être titulaire d'une licence de psychologie et d'un master 2, donc l'équivalent bac plus 5. Et durant le master, il faut avoir fait 500 heures de stage clinique obligatoire pour pouvoir exercer et pour pouvoir avoir le diplôme. Donc, on est des professionnels cliniques
Et donc, nos compétences, donc on a déjà l'observation clinique, l'entretien clinique, l'écoute clinique. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on va en tirer à partir de ce qu'on entend, à partir de ce qu'on voit, à partir de ce qu'on observe. Après, on a aussi l'entretien avec la famille, l'entretien avec l'enfant et tout ce qui va être plutôt la partie évaluation, donc les bilans. Donc, l'utilisation d'outils tels que le plus connu, ça va être la WISC pour l'efficience intellectuelle, mais on en a plein d'autres. Et en fait, nous, dans notre métier, on s'intéresse en fait aux relations entre le cerveau et le fonctionnement de l'individu. C'est pour ça qu'en première partie, on a beaucoup parlé du cerveau et du développement cérébral chez l'enfant, parce que c'est ce qui nous intéresse, c'est comment ça fonctionne en fait là-haut, et est-ce que si ça fonctionne pas très bien là-haut, ça peut expliquer ce qui se passe dans le quotidien de l'enfant, et pourquoi en fait ça se passe pas bien. Est-ce que c'est vraiment de l'ordre psycho-affectif? Est-ce que c'est de l'ordre d'une atypie du développement? Est-ce que c'est l'ordre d'une lésion qui n'aurait pas été décelée parce qu'elle arrivait, c'était une petite lésion? Enfin voilà. Donc nous, on va vraiment se poser ces questions-là. Et c'est ce qui fait de nous des acteurs à part entière en fait dans la démarche diagnostique et la prise en charge chez l'enfant, mais aussi chez l'adulte, hein. Ce qui vaut chez l'enfant vaut aussi chez l'adulte. Je peux passer la slide. Donc en ce qui concerne l'évaluation, donc l'objectif, c'est de faire un état des lieux en fait sur les ressources et les difficultés de l'enfant, parce que là, on a parlé beaucoup des difficultés, mais ce qui est aussi hyper intéressant, c'est de pouvoir, ah, il y a une coquille, c'est de pouvoir faire part des ressources aussi que l'enfant possède, déjà pour lui redonner confiance en lui, en son fonctionnement, parce que parfois, c'est souvent des enfants, bah, on les voit, et puis le discours qui est autour d'eux, c'est bah, il pose problème, il a du mal, les enseignants peuvent dire oh, il fait exprès, il peut pas s'empêcher de bouger, il répond, il est vraiment. Donc voilà, c'est vraiment dire à l'enfant, bon déjà, si tu es comme ça, c'est peut-être parce que tu as une particularité qui explique que tu fonctionnes comme ça, et c'est pas de ta faute. Dans le cadre par exemple d'un TDAH, qui est un trouble neurodéveloppemental, donc une atypie du développement cérébral. Et c'est aussi, du coup, se dire, bah voilà, ok, il y a des difficultés, mais à partir des ressources, on va peut-être pouvoir essayer de pallier les difficultés dans la prise en charge. Donc, c'est vraiment, en fait, voilà, dérouler le fonctionnement de l'enfant. Bah, il y a ça qui marche bien, il y a ça qui est un petit peu plus difficile. Par contre, ça, c'est au top, c'est super. Et puis, il y a ça, franchement, c'est très fragile. Et pour ça, en fait, on se base sur ce qu'on appelle la démarche hypothético-déductive. Donc en fait, on doit savoir ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. On doit en fait être en capacité d'expliquer, ben voilà, ça ne fonctionne pas et c'est pour ça. Par exemple, dans le cadre d'un retard global de développement, on peut dire, bah oui, l'enfant, il a des difficultés par exemple dans le développement du langage. Et il y a aussi, là je pense à un enfant que j'ai rencontré à l'IME, il y a aussi des grosses carences affectives, donc qui le permettent peut-être pas de rentrer dans le langage et dans l'interaction avec l'autre, parce qu'il y a un problème au niveau de l'interaction avec l'autre. Donc c'est peut-être pas forcément un problème cérébral, mais peut-être plus psycho-affectif. Donc pour ça, on choisit des outils pour évaluer, par exemple, la mémoire, le langage, les fonctions exécutives dont on a pu parler tout à l'heure. Donc pour ça, faut qu'il soit réfléchi. Par exemple, si on sait qu'on est face à un enfant qui a des problèmes visuels, bon, on va plutôt taper dans du matériel verbal et essayer au maximum d'éviter le matériel visuel, par exemple. Si on est face à un enfant qui a des difficultés motrices, qui est par exemple très lent sur le plan moteur pour des raisons X ou Y dans le cas d'un accident, bah, soit on évite au maximum pareil, de lui demander de la production, ce qu'on va appeler la production graphomotrice, soit on va aussi l'indiquer dans le bilan. Bon, il y a un ralentissement, mais dû à des difficultés motrices. Et c'est peut-être pas au niveau du cerveau que c'est problématique et que c'est lent, mais c'est plutôt au niveau musculaire et au niveau du corps. Et en fait, ce bilan d'évaluation, il permet en fait de répondre à la demande. Donc, premièrement, on ne fait pas une évaluation comme ça pour évaluer un enfant pour le plaisir, mais c'est qu'il y a une demande. La demande, elle peut venir du médecin, elle peut venir des parents. Alors, souvent, ça vient des médecins quand on travaille en institution, notamment dans les hôpitaux. Mais en libéral, ça peut venir du parent, et parfois même l'enfant aussi veut avoir des réponses sur son fonctionnement. Donc, premièrement, l'évaluation, elle a pour but de ça, répondre à la demande. Donc, souvent, c'est qu'est-ce qui fait que mon enfant est comme ça aujourd'hui? Mais on peut avoir aussi des ajustements possibles. Si, par exemple, on fait un bilan déficience intellectuelle pour voir s'il y a une probable déficience intellectuelle, mais qu'on se rend compte qu'il y a quand même des grosses carences affectives et une grosse problématique psychoaffective, bah, peut-être qu'on ne va pas répondre à la demande et qu'on ne va peut-être pas dire oui ou non
déficience intellectuelle, mais qu'on va plutôt dire pour l'instant, ce qui est vraiment très visible, c'est la carence affective, et c'est là-dessus qu'il va falloir se pencher avant de s'intéresser au vrai fonctionnement intellectuel de l'enfant, à tout. Voilà. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathieu. Euh, Tu réfléchis. Ouais, non, bah, ça renvoie l'idée de nouveau de complémentarité, hein. Par exemple, quand je vais avoir, je sais plus, là, voilà, si j'ai des bilans, enfin, voilà, quand il y a des bilans qui sont faits dans le cadre, voilà, du pôle du libéral, notamment actuellement, hein. Et c'est vrai que quand j'ai des doutes sur certaines choses, bah, j'hésite pas du tout à renvoyer vers des confrères psychologues cliniciens, pour le coup, qui ont plus de bagages que moi sur les compétences psychoaffectives, sur le fait d'analyser peut-être plus finement les enjeux type d'attachement et choses comme ça. Et c'est vrai que ça apporte le plus souvent énormément d'informations, de complémentarité par rapport à nous, notre vision cognitive. Et puis en même temps, ça appuie quand même ça appuie, ça rassure aussi le parent, puisque finalement, nous, on écoute quand même le parent en disant oui, mais j'entends bien que vous rapportez des difficultés cognitives. Donc du coup, et le fait qu'il y ait quelque chose qui puisse être mis en lumière, quand même, ça rassure le parent, parce qu'il va se dire, bah ok, bah, je suis pas, voilà, je suis pas débile, j'ai bien remarqué des choses, mais nous, en fait, on apporte quand même une réponse, même si c'est pas la réponse à quoi il s'attendait, mais si la réponse finalement c'est, bah il y a bien quelque chose, mais à mon niveau, c'est pas à mon niveau que ça se joue, c'est à un autre, donc il vaudrait mieux poursuivre les investigations ailleurs, et ça me semble être la voie la plus adaptée pour vous. Et ça, ça apporte aussi beaucoup dans la prise en charge et dans l'accompagnement. Mm. Ça permet de déculpabiliser les parents, notamment dans le cadre, par exemple, du TDAH, parce que Mm. parfois, il y a des parents qui peuvent l'entendre parce que vous ne savez pas éduquer vos enfants. Bah non, c'est parfois plus compliqué que ça. C'est exactement ça, ouais. Voilà. Du coup, ouais, je peux passer à la slide. Donc justement, je reviens à l'aspect clinique. On l'a déjà abordé un petit peu avant, mais elle est super importante, elle est même primordiale. Et je sais que dans notre master, ils font vraiment le zoom dessus, c'est qu'on est d'abord des psychologues cliniciens avant d'être spécialisés en neuropsychologie, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent impacter les performances d'un enfant dans le cadre d'une évaluation. Le stress, la fatigue, la médication, la sphère psycho-affective qui peut être parfois tellement prenante que l'enfant n'est pas disponible en fait pour répondre à ce qu'on lui demande. Donc ça peut totalement influer les résultats obtenus, et il faut en avoir conscience et il faut être en capacité de le dire, parce que sinon on peut raconter tout et n'importe quoi sur l'enfant. Si on se base juste sur les chiffres, on peut vraiment tout dire. Et par ailleurs, les chiffres obtenus, ils reflètent en fait l'état de l'enfant à un instant T. Donc 2 ou 3 jours après, on aurait fait passer l'évaluation exactement de la même manière, ben, on aurait peut-être eu des résultats un peu différents. Donc ça, c'est aussi très important de le prendre en compte, surtout qu'on est quand même dans une société qui fait énormément attention aux chiffres. Et oui, ça nous permet de nous représenter peut-être un peu mieux les choses, mais il ne faut pas oublier qu'on est quand même face à un être humain, donc c'est beaucoup plus complexe que ça, et qu'il y a toute la sphère sociale en fait qui rentre en jeu, et qu'on ne peut pas réduire un enfant ou même un adulte à un chiffre. Donc voilà, c'était pour mettre en avant l'importance de la clinique dans notre pratique. Et ce qui est Je ne sais pas si important. tu veux ajouter quelque chose. Non, bah, effectivement, moi, j'ai pour habitude il y a les chiffres, effectivement, d'une part, mais du coup, moi, le plus souvent dans les comptes rendus que je vais faire, parce que bon, je fais quand même beaucoup de bilans, c'est toujours la note qualitative sur le sous-test, parce que des fois, un enfant peut avoir un score dans la norme, mais finalement, à la fin des tests, il est complètement cuit, complètement cramé, ou alors il fallait faire beaucoup de pauses pour qu'il puisse s'y investir. Et c'est des éléments qui sont tout aussi importants pour pouvoir bien comprendre les choses, quoi. Et par ailleurs, quand on évalue un enfant, on l'évalue dans une salle, il est tout seul, il est au calme. C'est pas la même chose que dans la vie quotidienne, et c'est pour ça Mmh. aussi qu'on utilise par exemple des questionnaires, ce qui nous permet d'avoir des informations qualitatives sur la vie au quotidien, comment ça se passe à la maison, comment ça se passe à l'école, parce que la mise en situation dans laquelle on met l'enfant, elle n'est pas du tout écologique, en fait, elle ne correspond pas du tout à son milieu de vie habituel. Donc ça aussi, il faut en être conscient. Non, exactement. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc après, on peut faire aussi ce qu'on appelle la stimulation cognitive ou la remédiation cognitive. Donc la stimulation, c'est plus quand il y a un problème d'ordre développemental, on va dire. La remédiation, c'est plus pour remédier à un souci. On en parle quand c'est plutôt acquis, si je ne me trompe pas.
Et il y a plusieurs étapes. Donc déjà, il y a l'évaluation qui est hyper importante pour savoir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, pour savoir sur quoi on doit travailler. Ça paraît assez logique. Et après, il y a la mise en place de la stimulation cognitive. Donc on fait ce qu'on appelle des lignes de base, c'est-à-dire qu'on est au courant à peu près de où l'enfant se situe dans son fonctionnement. Par exemple, il a des problèmes de mémoire, on sait qu'au niveau de la mémoire, il est comme ça. On va faire des lignes de base, c'est-à-dire qu'on va faire la prise en charge et pendant la prise en charge, en fait, on va réévaluer l'enfant spécifiquement sur la mémoire pour voir s'il y a une amélioration. Et s'il y a une amélioration, ça veut dire que la stimulation cognitive fonctionne et que dans ces cas-là, on peut continuer. Et si ça ne fonctionne pas, c'est que soit il faut penser différemment, soit il faut penser à modifier un peu la prise en charge, peut-être éventuellement essayer de stimuler une autre fonction qui pourrait aider, soutenir la fonction sur laquelle on essaie de travailler. Et après, on peut faire aussi une réévaluation, donc un bilan à la fin, en fait, à la toute fin, 1 an ou 2 ans après, pour voir bon, bah, est-ce que ça a vraiment fonctionné. Et ça permet aussi de faire un compte rendu aux équipes, à l'enfant, aux parents, et puis même nous, de voir notre travail, en fait, et de voir si ça fonctionne. Donc chez l'enfant, il y a quand même la nécessité d'être créatif, d'être assez inventif. Donc on peut utiliser des jeux de société, par exemple le ni oui ni non, typiquement c'est pour l'inhibition verbale. Il faut se retenir de dire oui ou non. Donc on peut travailler là-dessus. On peut faire le lynx pour l'exploration visuelle, par exemple. Donc des enfants qui ont un peu de difficulté dès qu'il y a beaucoup de stimulation, beaucoup de stimuli visuels, bah, travailler le lynx. Il y a plusieurs parties du lynx. On va d'abord une partie, on en rajoute une, on rajoute la troisième, etc. Et au bout d'un moment, l'enfant, il pourrait être éventuellement en capacité de travailler sur un lynx complet. Donc voilà, on peut créer nous-mêmes des jeux de stimulation. Mais ça nécessite un peu de savoir bon, bah, pourquoi je vais le faire comme ça, qu'est-ce que je veux stimuler en fait en créant cet outil. Et puis il faut aussi, on va dire, se calquer un peu sur l'enfant parce que je reviens au fait d'avoir un enfant qui a un problème visuel. Bah, si on lui fait de la stimulation cognitive, on va éviter d'utiliser un support visuel. Donc ça nécessite, nous, d'être assez flexible en fait au même titre en fait qu'on doit réfléchir aux outils qu'on utilise dans l'évaluation. Ça va être pareil pour la prise en charge. En fait, faut qu'on sache pourquoi on utilise tel outil. Voilà. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathieu. Sur ce point, c'est bon. C'est bien. Alors, Donc après, on peut aussi se former en fait à d'autres formes d'accompagnement. Donc l'accompagnement des équipes, ce qu'on peut faire un peu au quotidien, mais on peut faire des formations complémentaires, la guidance parentale, ce que toi tu fais, Mathieu. Les thérapies brèves aussi, donc TCC, hypnose, EMDR, la médiation animale, la musicothérapie, le psychodrame. Donc il y a plein de champs en fait d'accompagnement possibles. Mais pour ça, ça nécessite quand même des formations aussi supplémentaires. On peut faire quelque chose qui peut ressembler à la guidance parentale, mais pour ça, il y a aussi des formations qui existent pour faire de la guidance parentale à proprement parler. C'est pareil, en fait, la médiation animale. J'ai une tutrice qui fait de la médiation animale. Pour ça, elle est formée et elle disait faire de la médiation animale, c'est pas prendre un animal et mettre un enfant devant et hop, il y a une relation entre les deux, donc on fait de la médiation. Il faut savoir pourquoi on choisit cet animal-là, parce que tous les animaux ne sont pas capables d'être utilisés ou de participer à des séances de médiation animale. En fonction de l'enfant, bah, tel ou tel animal qui a son propre caractère va plus ou moins correspondre. Et pour ça, il faut quand même être suffisamment formé pour s'en rendre compte. Et pour savoir aussi pourquoi on fait de la médiation animale et qu'est-ce qu'on veut travailler en fait. Dans la médiation animale, je sais que dans l'IME dans lequel j'ai été, on utilisait la médiation animale pour un enfant qui souffrait d'autisme. Et il avait du mal, en fait. Il fallait qu'il colle les gens. Il ne pouvait pas s'empêcher, en fait, d'entrer en relation de manière très intrusive auprès des autres. Et du coup, la médiation animale était utilisée pour lui apprendre un peu à réguler son comportement. Et on a observé des améliorations, en fait, dans son comportement envers l'animal. Donc, il était plus délicat, il était plus réservé, en fait. Il était beaucoup moins intrusif. Par contre, là où on bloque, entre guillemets, un peu, c'est qu'on a du mal à lui faire appliquer ça, en fait, avec des personnes humaines. Pour l'instant, c'est encore un peu compliqué. On a beau lui dire, c'est très compliqué pour lui de l'intégrer. Mais en tout cas, déjà, chez l'animal, ça fonctionne bien. On peut espérer qu'on arrive à placer ça chez les autres, chez les enfants, les adultes.
Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Mathieu. Non, bah, l'idée, c'est effectivement déjà de choisir des. Moi, je dirais, voilà, en tant que professionnel, c'est déjà de choisir des outils dans lesquels on se sent apte et dans lesquels voilà, nous-mêmes déjà, on se sent bien. Puisque dans tous les cas, tout type de prise en charge, en fait, c'est d'une façon ou d'une autre, ça reste toujours une relation entre le patient et le thérapeute. Donc, quelle que soit la technique employée, il faut déjà qu'il y ait une aisance du thérapeute par rapport à ça. Donc, effectivement, que ça passe par une formation, que ça passe par aussi du fait que ça parle à la personne, qu'elle sache où elle met les pieds, parce que ça se trouve, une personne va être formée à la guidance parentale, mais finalement, elle y sera formée parce que c'est la HAS qui dit il faut faire ça, je sais pas, dans le TDAH par exemple, mais ça ne parle pas à la personne et elle n'arrive pas à se saisir de cet outil-là, c'est pas très efficace. Par contre, si effectivement elle va être plus à l'aise sur de la médiation animale, par exemple, pourquoi pas. Après, à nouveau, c'est des choses qu'il faut adapter en fonction de ce qu'on ressent avec l'enfant, ce qu'on ressent avec voilà, le patient, de façon générale, avec qui on est. Et comme dit, après, dans tous les cas, pour les parents, l'idée, c'est déjà de choisir des choses dans lesquelles voilà, l'enfant peut aussi prendre du plaisir dans la rééducation. Parce que c'est aussi ça le but, c'est que l'enfant puisse justement, à travers ça, à développer des stratégies pour pouvoir améliorer le quotidien, quoi. Donc, si j'avais dit plus de choses à rajouter, ce serait juste ça. Mmh. C'est vrai qu'il faut être à la fois inventif dans ce qu'on va utiliser et aussi dans la façon dont on va l'amener. Parce que si on dit à un enfant, ah, on va travailler sur l'inhibition, bon, déjà, je pense que les ados, les adultes, ça va pas les brancher, mais alors un enfant, encore pire, et c'est le meilleur moyen de le perdre. Alors que si tu dis, ah, on va faire un super jeu, on va jouer au ni oui ni non, bah, tout de suite, l'aspect motivationnel va être enclenché et c'est le meilleur moyen aussi d'avoir des résultats. Ah ouais, bah, clairement. C'est ça, il faut pas être rigide quand on est psychologue. Ah non, 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 faut être super flexible. Ok, je te passe les slides. Ouais. Alors, hop, hop, hop. Donc, au niveau des lieux d'intervention, c'est assez varié. On peut être amené à travailler, par exemple, en libéral ou dans ce qu'on appelle des maisons de santé. Donc, les maisons de santé, c'est plusieurs professionnels libéraux qui se retrouvent. Donc, ça va être une maison où on va retrouver un psychologue, un ergo, une psychomote et une ortho, par exemple. Donc, ça, c'est possible. On peut travailler en libéral. On peut travailler dans ce qu'on appelle des structures médico-sociales, donc les IME, CAMS ou les CESAD. Donc, moi, je vais parler un peu plus de l'IME parce que j'ai un peu plus d'expérience là-dedans, mais au niveau des pathologies, on peut retrouver la déficience intellectuelle, des enfants qui souffrent de déficience intellectuelle, troubles du comportement, troubles autistiques. Après, en général, ça va de. Les enfants que je voyais, c'était de 7 ans, on va dire, jusqu'à 15-16 ans. Moi, je voyais surtout des enfants. La partie où vous voyez, c'était surtout les enfants. Le CESAD, en fait, c'est un service à domicile, premièrement, et qui est beaucoup plus en lien, qui est en lien direct, en fait, avec l'école, avec l'enseignement. Mais en général, je sais que les structures dans lesquelles, par exemple, la structure dans laquelle j'étais, il y avait à la fois un IME, à la fois un CESAD. Donc, j'allais dans des réunions aussi au CESAD. Et le CAMP, c'est un centre d'action médicale sociale précoce. Donc, après, ça, Mathieu, tu pourras éventuellement plus en parler vu que tu as plus d'expérience. Mais c'est vraiment pour les tout petits pour le coup. Donc par exemple, peut d'abord être en CAMS et après être dirigé plus tard vers un IME ou vers un CESAD. En général, en fait, le CAM, c'est les 0-6 ans. Donc, en fait, c'est un peu, là, on va dire, la porte d'entrée quand il va y avoir des suspicions des troubles du neurodéveloppement. Donc, en général, les CAMS, les deux dans lesquels j'ai pratiqué, donc, à Sarrebourg et à Nancy, tous les deux disposaient d'une plateforme TSA, par exemple. Donc, du coup, elles étaient rattachées. Voilà, c'était sur la base des programmes ARS où justement les CAMS ont eu la possibilité de pouvoir intégrer des plateformes TSA pour faire des diagnostics précoces de l'autisme, avec donc cette équipe pluridisciplinaire qui était sous la main. Ensuite, du coup, les CAMS, en général, c'est ça, c'est du dépistage précoce, la prise en charge précoce, mais voilà, c'est des structures qui sont très sollicitées. C'est pour ça que maintenant, il y a aussi les plateformes PCO, hein, on va dire la PCO, c'est un peu un truc complémentaire des structures médico-sociales. C'est maintenant, pour désengorger ces structures-là, a été inventée la plateforme de coordination et d'orientation. C'est à destination des enfants de 0-6 ans.
Et là, en fait, c'est le médecin généraliste qui doit remplir un formulaire qu'on retrouve sur le site de l'ARS. Donc, c'est un petit guide des repérages précoces des troubles du neurodéveloppement. Le médecin généraliste remplit, il envoie ce document au médecin coordinateur de la plateforme PCO qui détermine si les critères de l'enfant remplissent les critères pour pouvoir intégrer la PCO. Et après, il y a une prise en charge, un forfait de bilan qui est pris en charge. Donc le parent n'a aucun soin à débourser, comme pour les CAMS ou les structures médico-sociales où il n'y a aucun frais à débourser pour pouvoir que les bilans soient réalisés. Donc c'est un peu un parcours parallèle au CAMS. Et effectivement, en fait, le CAMS, après, sa vocation, c'est aussi de rediriger vers les partenaires, que ce soit les CMPP, les centres médico-psychopédagogiques, ou les CMP, les centres médico-psychologiques. Donc, en général, les CMP, il me semble que c'est souvent... non, CMP, c'est souvent rattaché à l'hôpital, et les CMPP, souvent privés, un peu comme les CAMS. Oui, oui. Et après, le CAMS redirige aussi souvent vers des CESAD. Et après, pareil, il existe différents CESAD. Il y a les CESAD déficience intellectuelle. Donc, c'est plein d'éducateurs, des psychologues, des médecins qui sont spécialisés dans la déficience intellectuelle et qui vont venir intervenir dans le quotidien de l'enfant, à l'école, à la maison, avec des éducateurs, des programmes particuliers. Il y a les CESAD troubles du comportement. Donc là, c'est les enfants qui vont avoir des problèmes de comportement qui vont être pris en charge par cette équipe mobile. Et après, il y a aussi les CESAD TSA. Pareil, c'est des éducateurs qui vont venir pour aider les ados aussi, hein, parce que les CESAD, ça va de 6 jusqu'à quasiment 16, 18, il me semble. Et du coup, c'est vraiment ces structures-là qui viennent accompagner, suppléer les enfants et les ados dans l'autonomisation. Le but, c'est vraiment de leur apporter des pistes, des stratégies pour qu'ils puissent, pour les aider. Donc après, comme dit, tout ce qui est les CAMS, on y accède comme ça. C'est pas sous recommandation de la MDPH. En fait, le CAMS va le plus souvent être cette porte d'entrée pour pouvoir faire l'ensemble des bilans, ou la PCO, hein, pour pouvoir faire cet ensemble de bilans, pour qu'il y ait derrière un dossier qui soit monté et qui ait accès à des droits MDPH s'il y a des difficultés relevées. Et c'est les droits MDPH ouverts qui permettent d'accéder à des structures spécialisées du type CESAD. Donc le CESAD, on ne peut pas y accéder librement comme ça en se disant bon, j'ai besoin d'un CESAD. Dans le CESAD, il faut une notification de la MDPH qui dit l'enfant a bien un TSA, ou l'enfant a bien un trouble du comportement, ou l'enfant a bien des difficultés. Il peut alors accéder à ce CESAD. Et bon, les délais d'attente sont souvent très longs. Donc voilà. Mais après, je veux dire, tout ce qui est structure médico-sociale et libérale, maison de santé, c'est vraiment des offres de soins qui sont assez parallèles. C'est vraiment, on va dire, les deux sont situés au même niveau. En fait, sur l'organigramme qu'on avait vu au départ, niveau 1, niveau 2, niveau 3, on voit qu'on est vraiment sur ce niveau 2, que ce soit les structures médico-sociales ou le libéral. Et par contre, tout ce qui est plutôt au niveau de l'hôpital, donc les centres vraiment plus spécifiques, là, on est plutôt sur du niveau 3. Enfin, je ne sais pas si je me trompe, dis-moi, mais il me semble... Non, 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 non. Niveau 3, ben, par exemple, je sais que les CRTA ou les CRA, ils sont rattachés à l'hôpital. Et puis, par exemple, le CRTA peut être même au sein de l'hôpital. Je sais que c'est le cas pour celui de Nantes. Donc, ça me ramène au troisième lieu d'intervention. C'est bien, ça fait une petite transition. Mais oui, le psychologue spécialisé en neuropsychologie peut aussi bosser en hôpital. Donc, dans différents services, il y a la pédiatrie, la neuropédiatrie, la pédopsychiatrie, par exemple. Il y a aussi dans les services d'oncologie, par exemple, dans le cadre de l'oncologie pédiatrique, on est aussi... Et après, il y a aussi des structures plutôt indépendantes. Je pense au Capucin à Angers. C'est un service de rééducation, donc service de rééducation fonctionnelle. Donc au niveau du service pédiatrique, il y a des neuropsies. Donc là, c'est plutôt pour... Il y a des bilans de suivi, des bilans, pas forcément diagnostiques, mais plutôt pour voir en fait les difficultés d'un enfant après par exemple, le soin d'une tumeur cérébrale. Donc, quelles sont les capacités et les compétences de l'enfant après une tumeur cérébrale. Et après, tout ce qui va être la rééducation, donc qu'est-ce qu'on peut faire à partir des difficultés qui ont été vues. Passer à la suite? Ouais. Alors, hop. Ouais, ok. Donc du coup là en fait ce tableau en fait des troubles du neurodéveloppement reprend un peu de façon
Alerte spoiler, c'est un peu les vidéos les webinaires qu'on fera sur la suite, ce sera justement sur ces finalement troubles du neurodéveloppement. Comment est-ce qu'en fait on peut considérer qu'on est dans la pathologie par rapport à ces difficultés. Donc on sait que voilà, parmi ces troubles du neurodéveloppement, donc ces troubles du neurodéveloppement, ils sont notamment mentionnés dans ce qu'on appelle le DSM, donc c'est un gros ouvrage médical qui recense les critères diagnostiques des différentes pathologies du développement de l'enfant. Donc on parle de trouble du neurodéveloppement parce que c'est un trouble qui est en général génétiquement prédéterminé. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir voilà, des prédispositions génétiques qui, en lien avec l'environnement, vont faire que il va y avoir une plus haute probabilité de présenter des difficultés que vous voyez à l'écran. Et donc parmi ces troubles du neurodéveloppement, on retrouve des troubles moteurs, donc tout ce qui touche la motricité, la communication, donc aussi bien la communication, utiliser le langage, hein, bien s'exprimer, bien comprendre, bien lire, mais aussi la communication, par exemple, sociale, rentrer en interaction avec les enfants, savoir de quoi parler, comment s'intégrer dans un groupe. On est plutôt sur les troubles du spectre de l'autisme. Après, on a le fameux TDAH, donc le trouble déficitaire d'attention avec ou sans hyperactivité. On a tout ce qui est de l'ordre de la déficience intellectuelle et tout ce qui est troubles spécifiques des apprentissages, donc c'est-à-dire des difficultés qui sont spécifiques, qui sont circonscrites à certains domaines de la cognition et qui ne sont pas expliquées par quelque chose de global. Et en général, les troubles globaux, ce qu'on appelle les troubles globaux, c'est le trouble du spectre de l'autisme et la déficience intellectuelle qui, à eux seuls, quand ils sont présents, expliquent un tableau clinique. C'est-à-dire un enfant avec une déficience intellectuelle va quasiment systématiquement avoir des troubles moteurs, des troubles de l'attention, des troubles dans l'adaptation. Donc voilà, il y a souvent toute cette histoire-là à creuser, d'où l'importance d'avoir des outils psychométriques, différentes choses. Après, voilà, ce qui est aussi important de garder en considération, c'est que ces troubles peuvent aussi être comorbides. Donc, c'est-à-dire qu'on peut avoir un TDAH qui est associé à un trouble praxique, donc à des troubles des gestes, ou alors qui peut être associé à une dyslexie, ou alors qui peut être associé à une dyscalculie. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment un millimélo assez important, d'où l'importance d'avoir une finesse dans la clinique, dans le diagnostic, mais qu'on a aussi toutes ces parts psychoaffectives, donc troubles anxieux, troubles dépressifs, troubles de l'attachement, difficultés au niveau familial, qui peuvent aussi exacerber les symptômes ou créer des symptômes qui vont passer pour des troubles du neurodéveloppement alors que c'est peut-être autre chose. Donc aussi l'idée que la psychopathologie, elle est hyper importante à garder à l'esprit aussi par rapport à ces difficultés-là. Et donc ça, c'est justement des choses qu'on abordera lors des prochains webinaires, si c'est quelque chose qui peut justement vous intéresser. Ouais. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non. Non, c'était très clair. Bah, si tu veux, je te laisse le mot de la fin. Bon, bah, du coup, en clair, si vous deviez retenir, on va dire, quelque chose, c'est que l'enfant, bah, c'est un être en développement, donc c'est pas sans conséquence. Donc, bien s'axer en fait sur le principe de vulnérabilité précoce, donc le fait qu'il est en plein développement sur le plan cérébral et que du coup, ça le rend fragile, ça le rend vulnérable. Et que le travail pluridisciplinaire en fait est essentiel aussi. Je pense qu'on a pas mal axé là-dessus avec Mathieu, mais parce que c'est vraiment très important. Un psychologue expert en neuropsy qui est tout seul, bah, c'est pas qu'il sert à rien, mais c'est que bah, il est très incomplet en fait dans sa vision des choses, même si on est censé avoir une vision globale de l'enfant et pouvoir tout évaluer. Ça ne nous empêche pas d'aller prendre conseil auprès des professionnels et aussi de s'appuyer en fait des bilans que peuvent voir les professionnels, et parfois ils peuvent constater les mêmes choses que nous. Donc c'est important aussi d'avoir une démarche lifespan. Donc la démarche lifespan, c'est de toute la vie. Donc c'est-à-dire que l'enfant, bah, c'est un être en devenir. Donc ça va être un adolescent, ça va être un adulte. Qu'est-ce qu'on peut penser pour lui? Est-ce qu'on peut penser des aménagements? Est-ce qu'on peut penser une réorientation scolaire? Est-ce qu'il sera en institution toute sa vie? Donc ça, c'est des questions qu'il faut se poser et qu'il faut avoir en tête. La place du psychologue spécialisé en neuropsychologie, en fait, elle est indispensable. Je pense qu'on l'a suffisamment démontré. Et que la part clinique aussi, elle est essentielle à prendre en compte et que c'est là-dessus qu'on axe en fait notre travail aussi, parce que les outils, pour peu qu'ils soient un peu mal utilisés, pour peu qu'ils soient un peu mal compris, c'est clairement important de ne pas nier cette partie-là, et elle fait partie intégrante de notre profession. Voilà, je sais pas, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, pas du tout. C'était très clair, ce en clair. Très bien. Ouais. Bon, du coup, après,
Après, il y a toutes ces petites références. Et du coup, on vous remercie pour votre attention. En tout cas, on va attendre le retour du coup de Mathieu. Je suis là, je suis là. Super. Le timing est parfait. On Super. vous suivait aussi, ça aide. On a animé un peu le chat pour tout ce qui est attestation de présence, et puis il y avait deux, trois questions auxquelles on a répondu. Ok, et ben merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Vous étiez une petite trentaine à être actifs tout au long de ce webinaire, qui sera du coup disponible en replay. Merci Mathieu, merci Marie-Armelle pour tous vos éclairages. On vous tiendra informé tout le monde pour les prochains sujets de live. On en a quelques-uns en tête. Je sais que Mathieu a dit qu'on réaborderait aussi les troubles du neurodéveloppement, mais pas seulement. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci encore à nos deux intervenants de qualité. Et puis, passez une bonne soirée. À très vite. À très vite. Au revoir, bonne soirée.